l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Alors que le Sénat entame aujourd'hui une nouvelle lecture des textes sur les soins palliatifs et l'aide à mourir, nous allons parler ce matin du rôle de ces bénévoles, de ce qu'ils vivent sur le terrain et du regard qu'ils portent sur ce débat de société. Des bénévoles qui, aux côtés des soignants, sont confrontés quotidiennement à la souffrance, à la solitude, aux questions des familles et bien sûr à la fin de vie. Bonjour Marie-Martine Georges. Bonjour à tous. Vous êtes co-responsable du Collège des associations de bénévoles d'accompagnement de la SFAP, engagée depuis près de 20 ans auprès des personnes en fin de vie et présidente de la Fédération Alliance. Quand on parle des soins palliatifs, on pense d'abord aux médecins et aux soignants, mais quel est précisément le rôle des bénévoles auprès des personnes en fin de vie ? Alors, si on parle effectivement des soignants, l'accompagnement en soins palliatifs, autant soignants que bénévoles, existe conjointement depuis 40 ans. Les associations de bénévoles ont été construites autour de soignants et nous intervenons depuis toujours au sein d'équipes soignantes. Nous sommes reconnus à ce titre-là. Nous participons au même accompagnement, chacun dans son domaine. Le bénévole n'intervient absolument pas au niveau du soin et nous sommes sur le terrain auprès des personnes malades et de leurs accompagnants et de leurs aidants, de leurs proches, en complémentarité. Est-ce qu'on peut s'improviser bénévole d'accompagnement en soins palliatifs ? Est-ce qu'il y a une formation spécifique ? Alors, on ne s'improvise absolument pas bénévole en soins palliatifs. Le bénévolat en soins palliatifs, depuis 1999, la loi qui garantissait le droit à l'accès aux soins palliatifs a posé un cadre juridique et dans l'article L 11-10-11, la participation des bénévoles est inclue et détaillée. Et depuis 2023, il existe une instruction ministérielle. Dans l'annexe 9, vous avez détaillé le rôle des bénévoles. Donc les bénévoles sont très, très encadrés. Leur intervention est très encadrée par la loi. Les associations ont le devoir de former les bénévoles. La formation n'est pas... La fin de formation n'est pas automatique. C'est pas parce qu'un bénévole aura suivi une formation qu'il sera forcément sur le terrain, d'une certaine manière. Oui. Voilà. Donc il faut répondre à différents critères. Il s'agit d'une formation théorique d'abord, pratique ensuite en binôme sur le terrain. Et à l'issue de ce parcours, le bénévole sera proposé à une équipe sur le terrain. Où il pourra donc effectuer son accompagnement. Et les bénévoles sont eux-mêmes confrontés à des situations très lourdes humainement. Comment est-ce qu'ils sont accompagnés dans leur expérience au quotidien ? Est-ce qu'il existe un soutien psychologique ou des temps de relecture ? Alors, la loi encadre également le suivi du bénévole, c'est-à-dire que quand le bénévole a terminé sa formation initiale, qu'il a démarré son parcours sur le terrain, il est obligatoire pour lui de suivre une formation continue. Donc, un minimum 1, c'est 2, c'est beaucoup mieux, module de formation continue par an. Et tous les mois, le bénévole est encadré au sein de son association et de son équipe par un psychologue. Un groupe de parole mensuel est supervisé par un psychologue et proposé aux bénévoles. Ça fait partie des obligations de l'engagement du bénévole, ce que le bénévole signe au moment de son engagement quand il a fini son parcours de formation. Les bénévoles ne sont pas non plus des prêtres ou des accompagnateurs spirituels, mais malgré tout, est-ce qu'il existe une dimension spirituelle dans cet accompagnement de personnes en fin de vie ? Alors, il existe aussi des accompagnements spirituels, mais c'est vrai qu'au sein de nos associations qui sont laïques, apolitiques et non confessionnelles, c'est pas pris en compte. La dimension spirituelle, elle est intrinsèque à l'humain. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait partie forcément de Oui. certaines discussions, demandes, questions qui vous sont posées. Oui, tout à fait. C'est intrinsèque, on ne peut pas l'éviter. Il m'est personnellement arrivé en accompagnement qu'on me demande si j'ai la foi, ce à quoi je crois, etc. Évidemment, ces accompagnements sont toujours, et on est formé pour ça, sont proposés en vérité complète. Quand on accompagne la fin de vie, on touche à l'essence même de l'humain. Et
Je ne peux pas répondre à la personne qui me pose la question par la négative si j'ai la foi. Mmh. Voilà. Mmh. Et en tant que bénévole, en n'étant ni soignant, ni membre de la famille, comment est-ce que vous trouvez cette juste place auprès des patients? Est-ce que la simple présence peut parfois être plus importante que les paroles? Alors la place du bénévole est très précise. C'est-à-dire que le bénévole n'est ni soignant, ni parent, ni proche, ni ami. Le bénévole, c'est le tiers qui apporte cette présence auprès du malade, à son chevet, à son lit. La présence peut être silencieuse également, hein. Ça fait partie de notre formation. Alors certains bénévoles n'y parviennent pas, ils sont pas du tout à l'aise avec cette présence silencieuse, mais elle fait vraiment partie de nos accompagnements. Le bénévole d'accompagnement aux soins palliatifs et n'est pas prévu, entre guillemets, pour être au chevet du patient et venir parler, discuter. Ce n'est pas une visite de malade. L'accompagnement, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est une connexion avec le malade, avec la famille, mais une connexion je dirais, d'humain à humain. Mmh. C'est c'est au-delà d'une présence habituelle, amicale, on rencontre quelqu'un et on discute. Non, c'est pas ça. On apporte vraiment une présence humaine, une solidarité. C'est la société qui se rend au chevet du patient, qui vient lui porter des messages subliminaux, c'est-à-dire tu comptes pour nous, tu es important, tu ne seras pas seul, on ne te laissera pas seul. Alors, vous pourriez me répondre, il a sa famille, mais encore une fois, le bénévole est le tiers, c'est-à-dire la complémentarité, le plus. La famille, les proches apportent l'affect, les soignants apportent le soin, les soignants accompagnent aussi hein, dans leur domaine. L'accompagnement n'est pas réservé aux bénévoles. Je reprécise que l'accompagnement, c'est ce qui nous lie aux soignants, c'est ce que nous partageons avec les soignants. Marie-Martine Apporter autre Georges, chose. vous racontez avoir perdu votre mère dans des douleurs terribles, je vous cite, hein. Est-ce que c'est cette épreuve qui vous a conduite, vers les soins palliatifs? Alors effectivement, ma maman est décédée il y a plus de 40 ans dans des douleurs terribles. On commençait à parler de soins palliatifs. J'étais, parisienne à l'époque, plus ou moins et j'avais déjà entendu parler de ces accompagnements de fin de vie, de cette lutte contre la douleur et ça n'était pas appliqué. Maman n'a pas a été traitée avec, ce qu'il y avait de plus basique, le Doliprane. Et c'est vrai que la voir partir dans ces douleurs terribles, sans rien pouvoir faire et sans avoir accès à quoi que ce soit, m'a pas mal, à l'époque, touchée Bien sûr. et oui, à cette époque-là, je me suis dit: «Il y a pas de raison que dans des sous-régions reculées, on n'ait pas accès à une lutte contre la douleur qui commençait dont on commençait à parler, beaucoup, qui commençait à se développer» et je me suis dit, un jour, je ferai quelque chose pour les soins palliatifs. Et Mmh. les associations comme la SFAP ne cessent de dénoncer les inégalités d'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui encore, Marie-Martine Georges, est-ce qu'on voit des personnes mal accompagnées dans leur fin de vie? Est-ce qu'il existe encore un mal mourir en France? Alors, mal accompagné, je n'irai pas jusque-là, mais pas de moyens pour accompagner, les personnes en fin de vie jusqu'au bout et comme il se doit, c'est réel. Parce qu'à partir du moment où on est proche, d'une unité de soins palliatifs, les équipes mobiles sont très développées, les équipes rapides, actuellement se développent aussi et je trouve qu'en sous-région, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait voir partout. Oui, il y a pas assez de soins palliatifs, il y a pas assez de moyens. Les bénévoles non plus n'ont pas assez de moyens pour développer leurs équipes et le recrutement de bénévoles. Il y a une inégalité, c'est très clair. Et quel regard les bénévoles en soins palliatifs que vous représentez portent-ils sur la légalisation d'une aide à mourir? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le texte actuellement discuté au Sénat? Alors par essence, le bénévole d'accompagnement en soins palliatifs, n'est pas
n'est pas enclin à s'engager pour une aide à mourir. Le bénévole d'accompagnement s'engage par essence à participer à la lutte contre la douleur principalement. Il s'engage à tenter de rompre l'isolement, à apporter une écoute et du réconfort. Il est en présence sans jugement et dans le silence auprès de la personne malade. Et il ne s'engage pas pour accompagner un geste de mort, chacun peut avoir une conviction très forte face aux enjeux de la fin de vie, c'est indéniable. Et c'est quelque chose qu'au sein des associations, on, on laisse à disposition des bénévoles. Évidemment, les associations ont une ligne, les associations s'engagent dans ce sens-là, ce que je viens de vous dire, la lutte contre la douleur et la solidarité auprès des personnes souffrantes. Il est indéniable qu'au sein de nos associations, les bénévoles ont des convictions propres. Et vous opposez l'aide active à mourir, avec une autre expression, l'aide active à vivre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au chevet des patients qui parfois peuvent vous dire justement leur volonté de mourir? Ah ben les patients nous disent parfois leur volonté de mourir, mais en nous disant, j'ai un exemple en tête, je revois très, très bien cette personne qui était vraiment au bout du chemin et qui n'arrivait pas en fait à partir et qui me disait dans un souffle: «C'est dur, c'est long». Alors je vous le dis avec ma voix, mais elle Mmh. avait juste un filet de voix. «C'est dur, c'est long» et pour autant elle me demandait pas, à ce que tout s'arrête et à ce que le geste soit posé. C'est dur, c'est long. C'est vrai que ce chemin de la fin est dur et long, parfois trop long pour certaines personnes. Quand c'est trop douloureux, les soignants ont vraiment tous les moyens pour apporter un réconfort et apaiser la personne. Mais c'est comme dans la vie, sans être malade, quand vous traversez des épreuves, vous vous dites: «C'est dur, c'est long» et pour autant, on ne se porte pas le geste définitif. Donc oui, c'est dur, c'est long, il y a des passages très durs, très longs, mais quand une main est là pour vous secourir, quand une présence est près de vous pour vous dire, je suis là ou vous laisser entendre: «Je suis là, je ne t'abandonne pas» et je pense qu'on l'a tous expérimenté dans les plus grandes épreuves de la vie, avoir quelqu'un à côté de soi, c'est déjà, alléger son fardeau et partager, le plus dur du chemin. Heu, je pense que tout le monde a dû éprouver ce temps dans la vie. En tout cas, je le souhaite que chacun ait pu trouver, un réconfort Oui, ce dans un réconfort, soutien. ce Oui. soutien. Un dernier mot, Marie-Martine Georges, et une grande question. Après toutes ces années auprès des mourants, qu'est-ce que les personnes en fin de vie vous apprennent sur la vie? Ah, elles apprennent la vie tout simplement, que même malgré les épreuves, malgré la difficulté, malgré tout, la vie est quelque chose de grand et de beau, à côté de laquelle il faut pas passer. Et puis le plus grand message, c'est de passer sa vie à aimer et à accompagner l'autre, parce que la solitude, c'est la perte. Merci beaucoup Marie-Martine Georges d'avoir été ce matin l'invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes notamment co-responsable du collège des associations de bénévoles d'accompagnement de la SFAP et présidente de la fédération Alliance. Bonne journée. Merci à vous.